Voilà. Je suis également chef d'entreprise, une PME régionale comme vous. Pas. Et donc, en tant que membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, donc je suis très heureux d'introduire cette réunion d'information. Je vois que vous êtes très nombreux. J'espère que tout le monde est bien installé. Que nous organisons effectivement aujourd'hui pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Donc une fois de plus, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la CCI travaillent main dans la main pour accélérer le business des entreprises du territoire. Donc nous avons lancé cette initiative et cette réunion d'information pour permettre de vous faire connaître les besoins d'achat de la métropole sur la filière du BTP, qui sont la rénovation, l'entretien et la réhabilitation de tout le patrimoine de la métropole. Cette réunion est organisée dans le cadre de notre dispositif MBA, le Metropolitan Business Act, que vous connaissez sans doute peut-être pour certains d'entre vous, qui est un dispositif qui a été monté lors de la précédente mandature de la Chambre de commerce, reprise dans cette mandature, et qui repose sur un concept assez simple, tous acheteurs, tous vendeurs. Je pense qu'ici, on a tous un bon de commande. Voilà. Et ce qu'on souhaite, c'est effectivement dynamiser l'activité économique du territoire qui, par les temps qui courent, en a bien besoin. Donc nous avons le souhait effectivement de favoriser les achats locaux entre les grands comptes, les grands donneurs d'ordre, publics ou privés, et PME de notre territoire, grâce à des actions de valorisation des besoins et de mise en réseau. On est là clairement pour se réunir et c'est ce que nous faisons ce soir. Le MBA, c'est aujourd'hui une communauté d'environ 1300 entreprises adhérentes qui, tous les ans, croît et augmente, si je puis dire, grâce à ce réseau. C'est un effet boule de neige. Et le dernier exemple étant effectivement l'APHM qui nous a rejoint tout récemment. C'est à travers ce dispositif que la Chambre des métiers de l'artisanat régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône et la Confédération d'artisanat des petites entreprises du bâtiment se joint à nous pour vous mobiliser ce jour. Et donc je tiens à remercier Monsieur Olivier Bizot, présent ici ce soir, vice-président de niveau départemental. Malheureusement, Florence Magnan n'est pas là, qui représente la fédération du BTP 13, et Marc Venot, premier vice-président de la CAPEB, pour leur présence ce soir. Et en fait, effectivement, preuve que l'achat local, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Et donc, je vous remercie. Concernant le volet insertion, auquel nous tenons tous, je remercie également la Fédération des entreprises d'insertion, le Chantier École, la COPSOC, la COPRAS-PACA, avec qui nous avons fortement collaboré. Enfin, je souhaite rappeler que la réunion de ce soir est sous bannière Pacte PME, un dispositif national auquel la métropole a adhéré et qui vise à accélérer le développement des PME françaises avec l'appui des grands groupes privés et publics. Mais revenons à l'objet de notre réunion. Dans le cadre de ces compétences très larges, qui vont de la propreté à la culture en passant par la voirie ou les travaux d'infrastructure, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est amenée à passer de très nombreux marchés chaque année. Elle fait donc partie des grands donneurs d'ordre de notre territoire, avec 823 millions d'euros dépensés sur les marchés publics lors du dernier exercice comptable. Sachez que les entreprises de notre territoire captent plus de 60% de cette dépense et que les 3/4 de ces entreprises sont des TPE-PME. En organisant cette réunion, nous voulons maximiser les chances des entreprises locales de gagner les futurs marchés BTP pour le compte de la métropole. Je cède donc sans tarder la parole à Monsieur Mathieu Galland, directeur adjoint de la commande publique, pour vous apporter toutes les informations que vous pouvez attendre. Et je vous remercie beaucoup encore d'être venu ce soir dans cette belle chambre de commerce. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais sincèrement remercier M. Michelet et toute l'équipe de la CCI qui nous accueille.
pour ce moment d'échange. Donc Mathieu Galland, je suis directeur adjoint des marchés publics pour la métropole, au sein d'une direction qui vient d'être certifiée ISO 9001. C'est assez rare pour le dire au niveau des collectivités, donc j'en profite. On a quelques jours de certification derrière nous. Et nous sécurisons aujourd'hui à peu près 800 marchés par an. Tout d'abord, je vais vous présenter en quelques mots les grandes lignes de notre métropole, ses communes et ses domaines d'intervention, et puis ensuite nous introduirons la présentation de ce futur accord cadre. La métropole d'Aix-Marseille-Provence, c'est 92 communes, alors essentiellement très majoritairement issues des Bouches-du-Rhône. 2 communes extérieures aux Bouches-du-Rhône, la commune de Pertuis dans le 84 et la commune de Saint-Zacharie dans le 83. Au niveau des domaines d'intervention, et M. Michelet a commencé à les évoquer, nous sommes responsables de la mobilité, donc notamment avec les réseaux de tram, de BHNS, de transport en commun au sens large. Nous gérons également les déchets, la stratégie environnementale, la gestion des eaux, de l'assainissement, les stations d'épuration. On parlera plus tard des nombreux bâtiments qui caractérisent notre territoire. Nous sommes également responsables des grands événements, des équipements culturels, sportifs, du nautisme, de l'ensemble des ports également, de l'aménagement du territoire allié à l'urbanisme, avec les fameux plans locaux d'urbanisme qui viendront s'implémenter dans les prochains temps. Et enfin, nous sommes également très actifs sur le développement économique, et également sur la cohésion sociale, l'insertion, comme on l'évoquait, et la gestion de l'habitat. L'objet de cette réunion est de vous présenter dans le détail... Comment ? On a oublié de placer les slides. Je sais pas. Pardon. L'objet de la réunion est de vous présenter dans le détail donc le futur accord cadre, qui n'est pas encore publié, je tiens à le préciser, qui va porter sur l'aménagement, la réparation, l'entretien et la rénovation de l'ensemble de nos bâtiments. Dans ce cadre, et vous êtes tous des habituels clients, en tout cas partenaires des structures publiques, nous devons de respecter un certain nombre de principes au rang duquel le fameux principe de transparence des procédures. C'est pour ça que nous avons publié un avis de préinformation, qui n'est pas un avis de publication du marché, mais qui a vocation à informer très largement la sphère économique de la préinformation sur ce marché, qui est préalable à cette réunion. Nos échanges seront filmés et intégrés dans le futur marché. Et enfin, malheureusement, nous ne pourrons pas être en mesure de répondre à des questions individuelles, vous le comprendrez. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de des interventions, et notamment à partir des interventions de ma collègue Sophie Rochat. Et je vous en remercie et je vous cède la parole à Marjorie Calassi, qui est acheteuse. Bonjour à tous, je suis Marjorie Calassi, je suis l'acheteur en charge de la rénovation bâtimentaire et les moyens généraux pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et l'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'est de vous parler non pas d'un nouveau besoin, mais d'un renouvellement de marché que nous avons travaillé donc avec Madame Laure Viratel, qui est la responsable de la division de travaux et maîtrise d'ouvrage et toutes ses équipes techniques. Et fort de notre expérience de marché qui s'exécute depuis 2019, nous avons apporté des améliorations à notre future consultation que nous tenions à vous présenter aujourd'hui. Donc la présentation va se présenter comme suit. Tout d'abord, on va vous parler de notre choix d'allotir géographiquement et techniquement cette consultation. Ensuite, Madame Lucie Rivière prendra la parole pour vous parler du fonctionnement des accords cadres multi-attributaires. Puis Madame Clémence Renaud vous présentera la politique achat responsable de la métropole et son SPASER, le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et enfin, Madame Rochat vous présentera comment la dématérialisation, transmettre une offre électronique et ne pas passer à côté des marchés publiés par la métropole. Donc voilà, pour ce qui nous concerne, donc, cette consultation porte sur la réalisation de travaux, d'entretien, d'aménagement de bâtiments et ouvrages existants, en sachant, pour vous donner un état des lieux, que le patrimoine de la métropole est assez large et comporte 856 bâtiments pour une surface totale de 95 000 m². Et nous avons des typologies de bâtiments très très différentes. Donc on a aussi bien des locaux administratifs, des bureaux, que des déchetteries, que des capitaineries,
que le pharo avec un hémicycle où on reçoit les élus, des salles de spectacle, des locaux techniques, des crématoriums, des garages et ateliers, ainsi que des équipements sportifs et parfois des piscines. Donc pour vous donner un visuel géographique, voici la carte de la métropole. Donc comme disait M. Galland, qui représente essentiellement les Bouches-du-Rhône, hormis le pays d'Arles, plus les 2 communes qui sont situées à l'extérieur, que sont Pertuis et Saint-Zacharie. Et donc nous, pour cette consultation, nous avons fait le choix de couper la métropole en 2, avec une zone ouest que vous trouverez sur la partie bleue et la zone est sur la partie verte. Et en ce qui concerne l'allotissement technique, nous avons fait ce découpage en 12 activités. Donc vous trouverez tout d'abord les peintures et sols souples, ensuite cloisons et faux plafonds, gros œuvres et carrelage, ensuite voirie, réseaux divers, aménagement extérieur, clôture, la métallerie, serrurerie, bardage, la plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, l'électricité, courant faible, courant fort, la couverture étanchéité, porte et portail automatique, menuiserie, PVC, alu et bois, et le désamiantage et la pose de la maintenance de bornes de recharge électrique sur le domaine privé, qui ces 2 lots-là s'exécuteront sur l'ensemble du territoire métropolitain. La nouveauté de cette consultation également, c'est que nous avons réservé 2 lots sur l'activité peinture. Donc nous aurons un lot qui sera situé sur la zone est avec un bâtiment sur la ville de Marseille et un lot sur la zone ouest avec un bâtiment situé sur la ville d'Istres. Sur ces lots ne pourront candidater uniquement que des entreprises adaptées, des ESAT ou des SIAE. Donc là, on vous remet la carte donc pour bien vous rappeler que le lot désamiantage des bornes de recharge, lui, est entièrement métropolitain. Et voici enfin le besoin annuel que va représenter cette consultation. Donc c'est quand même 9,7 millions d'euros répartis sur les 12 corps d'État. Donc vous pourrez constater que notre plus gros besoin est en plomberie, chauffage, ventilation, climatisation. Après, on se retrouve quasiment à équivalence entre l'électricité, le gros œuvre porte-portail et VRD aménagements divers. Après, vous avez cloison et faux plafond pour 780 000 euros, peinture sol souple, un petit peu moins, métallerie, serrurerie, bardage, menuiserie PVC, couverture étanchéité, le désamiantage et enfin les bornes de recharge électrique. Donc je cède la parole désormais à Madame Rivière pour le fonctionnement des accords cadres. Bonjour à tous, Madame Rivière, je suis responsable de division marché pour la direction de la commande publique et on va voir ensemble le fonctionnement des accords cadres. Alors, la durée contractuelle du marché est prévue pour 12 mois, reconductible 3 fois, ce qui signifie donc que la première période débutera cette année et la dernière période s'achèvera en 2027. Le système des accords cadres nous permet de retenir 3 attributaires qui seront par la suite sollicités soit par le biais de bons de commande lorsque le besoin est inférieur à 80 000 euros ou par le biais de marchés subséquents lorsque le besoin est supérieur à 80 000 euros. Alors, de manière générale, les bons de commande seront utilisés pour des prestations d'entretien et de réparation courantes, des prestations qui sont relativement peu complexes, tandis que pour les marchés subséquents, on les mobilisera lorsqu'on a des opérations d'envergure qui nécessitent de redéfinir un petit peu plus précisément le besoin plus tard. Concernant les bons de commande, on ne va pas remettre en concurrence les 3 attributaires, mais on va attribuer chaque bon de commande à tour de rôle, ce qui signifie donc que le premier bon de commande sera attribué à l'attributaire numéro 1, le deuxième au second, et ainsi de suite. Pour les marchés subséquents, la situation est un petit peu différente, puisqu'on va remettre en concurrence les 3 attributaires, qui auront à leur disposition un cahier des charges qui viendra définir un petit peu plus précisément le besoin, et une pièce financière qui sera à compléter. Je précise que les attributaires sont dans l'obligation de répondre à chaque marché subséquent. À défaut, le marché pourra être résilié sur ce fondement. Nous recevons ensuite les offres qui sont analysées sur la base de critères qui sont définis au stade de l'accord cadre et rappelés ensuite lors du marché subséquent. Et de cette analyse découlera l'offre économiquement la plus avantageuse qui sera retenue et le marché subséquent pourra s'exécuter. Une précision importante, c'est que les prix qui seront proposés par les attributaires lors du marché subséquent ne pourront pas être supérieurs à ceux présentés au stade de l'accord cadre. Ces prix sont considérés en fait comme des prix plafonds.
Dans le cas contraire, l'offre sera considérée comme irrégulière et sera rejetée. Et je repasse la parole à Marjorie Calassi. Nous voulions partager avec vous l'historique des dépenses sur chacune des activités sur les 3 exercices complets précédents. Donc du coup, pour vous donner des notions et puis pour information, le support de présentation sera annexé à notre dossier de candidature, donc vous pourrez le retrouver quand vous téléchargerez le DCE de cette consultation. Donc pour ce qui est des lots peinture sol souple, donc pour la zone ouest, on a quand même eu un montant total de dépenses de 423 500 €, ainsi que 965 000 € sur la zone est. Vous pourrez constater que l'essentiel de ces montants a été exécuté par bon de commande. Toutefois, il y a quand même eu quelques marchés subséquents, et notamment un marché qui a été significatif, c'est des travaux de peinture qui ont été réalisés sur le stade de Fos-sur-Mer pour un montant de 120 000 €. Ensuite, nous avons les lots de cloisons et faux plafonds. Donc, il y a eu une dépense de 336 000 € sur la zone ouest et 1 500 000 € sur la zone est, essentiellement également exécutés par bon de commande. Et en termes de marché subséquent, nous avons eu un marché subséquent qui consistait à l'aménagement de 3 étages d'un bâtiment de bureaux marseillais pour la somme de 475 000 €. Vous avez le lot gros œuvres carrelage. Donc pareil, celui-ci a représenté 635 000 € de dépenses totales sur la zone ouest, ainsi que 2 040 000 € sur la zone est, essentiellement exécutés par bon de commande. Il y a eu quelques marchés subséquents, dont un, c'était le remplacement d'un plancher sur un centre équestre de la ville d'Istres pour la somme de 80 000 €. Ensuite, en ce qui concerne la voirie, réseau divers, l'aménagement en clôture, vous avez 300 000 € de dépenses et 1 450 000 € sur la zone est, et 300 000 € sur la zone ouest. Et là, sur ce marché-là, tout a été exécuté par bon de commande. Ensuite, sur les lots métallerie, serrurerie et bardage, donc sur la zone ouest, vous avez 134 000 € de dépenses, et sur la zone est, vous avez 720 000 € de dépenses, et il n'y a eu qu'un seul marché subséquent passé, et c'était pour assurer des bardages sur une antenne de déchetterie à Aubagne, pour 40 000 €. Ensuite, sur le lot plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, donc 624 000 € sur la zone ouest, 816 000 € de dépenses sur la zone est, et un seul marché subséquent au total qui est consistait en la rénovation et la mise en conformité des réseaux du stade aussi de Fos-sur-Mer pour 85 000 €. En électricité, donc vous avez 565 000 € sur la zone ouest, 2 615 000 € sur la zone est, essentiellement exécutés à bon de commande et avec 3 marchés subséquents, dont un qui était également sur l'aménagement de ces 3 étages sur l'immeuble marseillais, un chantier qui était de l'ordre de 121 000 €. Couverture étanchéité, donc sur la zone ouest, vous avez 188 000 € de dépenses, sur la zone est, 617 000 €, et il y a eu un marché subséquent qui avait pour objet la rénovation complète d'une toiture sur un bâtiment pour 74 000 €. Porte et portail, vous avez donc 280 000 € de dépenses sur la zone ouest, 480 000 € sur la zone est, et pas de marché subséquent, que des bons de commande. Menuiserie PVC, alu et bois, donc 237 000 € sur la zone ouest et 761 000 € sur la zone est, essentiellement à bons de commande. Et un marché pareil pour le plateau de l'immeuble marseillais, des 3 étages, c'était 78 000 €. Et enfin, le lot des amiantages qui a représenté un total de dépenses de 231 350 €, uniquement à bon de commande. Je vous remercie. Je laisse la parole à Madame Renaud pour présenter la politique achat responsable de la métropole. Ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc, après avoir parlé des chiffres clés de cette consultation, donc moi je suis Clémence Renaud, je suis chef de service coordination de l'achat responsable au sein de la métropole, et je suis ravie de pouvoir vous parler de la politique achat, de la faire connaître, politique achat responsable, au travers donc du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc c'est un document réglementaire
qui est exigé pour les acheteurs publics qui réalisent un volume d'achat annuel supérieur à 50 millions d'euros. Nous, on l'a délibéré en 2021 avec des objectifs assez ambitieux qui modifient notre façon d'exprimer nos besoins, qui nous fait travailler nos considérations environnementales et sociales pour une démarche plus responsable. Et que vous retrouverez au travers de nos marchés, mais aussi au travers d'autres donneurs d'ordre publics, car c'est une considération qui est partagée par l'ensemble des acheteurs publics. C'est dorénavant notre boussole. Ça concerne évidemment tous les achats de la collectivité. Aujourd'hui, on vous parle de travaux, mais ça concerne également des marchés de fournitures et services. Le SPASER, c'est aussi le reflet des politiques publiques qui sont menées par la métropole et qui se concrétisent au travers de notre politique achat. Je peux citer le plan climat, air, énergie, je peux parler de schéma de réduction des déchets, d'agenda économique, de feuille de route de l'innovation. Donc autant de politiques publiques qu'on veut rendre concrètes et qu'on veut matérialiser au travers de notre politique achat pour faire de nous des acheteurs exemplaires. Les engagements peuvent se résumer de cette façon-là. Donc, on vise 100% des marchés notifiés contenant des considérations environnementales. Donc, c'est-à-dire que tous nos marchés passent au crible pour voir comment intégrer des clauses en faveur d'un meilleur impact sur notre environnement et aussi au travers de critères de développement durable. On vise aussi à augmenter la part des marchés contenant des considérations sociales, donc au travers de marchés réservés ou de clauses d'insertion, et ce, en réalisant 5% de notre masse d'achat auprès des entreprises de la sphère de l'économie sociale et solidaire. Donc ce sont des engagements très forts et évidemment vous serez partie prenante dans le succès de ces engagements dans la mesure où c'est vous qui répondez à nos appels d'offres et on vous attend évidemment sur ces engagements. 4 axes pour couvrir les piliers de la responsabilité sociétale des organisations. L'axe gouvernance. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des élus en commission d'appel d'offres et des décideurs qui sont très vigilants à ce qu'on mette en œuvre évidemment ces engagements et qui nous posent des questions, qui interrogent nos pratiques pour qu'on soit le plus exemplaire possible. À nous, au niveau de l'administration, de produire des indicateurs et des marques d'exemplarité en faveur de ces engagements, pour même peut-être un jour aller au-delà, on l'espère, d'ici 2025. L'axe social est très important. Je remercie les collègues de la mission insertion sociale d'être avec nous aujourd'hui, parce qu'on a besoin de travailler nos clauses d'insertion sociale grâce à elles. On a besoin aussi de cibler des marchés réservés, d'élargir les publics cibles faisant l'objet de clauses d'insertion sociale. L'axe 3 va se traduire concrètement par des considérations ou des critères, j'en ai parlé, dans le choix des matériaux, dans la gestion des déchets, dans un recours plus fort au réemploi, à l'économie circulaire. Et enfin, l'axe 4 se traduit et se matérialise par une réunion comme celle d'aujourd'hui, à travers l'attractivité qu'on souhaite de la commande publique au profit des PME de notre territoire. Ça se traduit aussi par un travail sur nos allotissements pour les mettre à la portée de nos PME. Et vous retrouverez ces engagements sur nos sites internet pour vous procurer l'ensemble de ces schémas qui vous donneront plus de matière dans les moyens de mise en œuvre qu'on cible. Je laisse la parole à Sophie Rochat, en charge de la digitalisation des outils et de la qualité, et qui va vous parler de la plateforme de dématérialisation et comment vous pouvez répondre au mieux aux appels d'offres. Bonjour à tous, donc Sophie Rochat, je suis chef du service qualité et outils au sein de la direction de la commande publique. Et donc je profite aujourd'hui de cette présentation pour venir vous parler de la dématérialisation qui répond à une volonté de simplification et de transparence de nos marchés publics. Donc d'abord, la dématérialisation, c'est quoi? C'est d'abord une obligation réglementaire, donc c'est imposé. Aujourd'hui, tous les marchés publics doivent passer
par la dématérialisation, et donc par une plateforme. C'est aussi un gage de sécurité, puisqu'il y a une traçabilité. C'est l'accessibilité de vos documents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un gain de temps et c'est aussi un gain financier pour vous, puisque plus besoin d'imprimer, plus besoin d'envoyer par Chronopost, etc. Vos offres. C'est la possibilité de mettre en place des alertes sur nos profils acheteurs pour vous informer des marchés que nous sommes en train de lancer. Et c'est de la transparence, puisque vous verrez, on a des données essentielles que l'on publie sur l'ensemble de nos marchés. Donc je vais vous présenter nos trois outils. Donc d'abord le profil acheteur, qui est en fait notre salle des marchés virtuelle. C'est là où toutes nos consultations sont publiées. Donc c'est le profil acheteur Atexo. Donc vous avez le lien ici, mais aussi donc, sur notre site internet. Donc sur ce site-là, donc sur Atexo, vous avez l'ensemble de nos consultations, quel que soit le montant. La signature, ce que l'on essaye de faire aussi via la dématérialisation, donc je vous avais dit, c'était une simplification. Donc la métropole n'impose pas la signature au moment du dépôt de l'offre lorsque vous répondez à un appel d'offres chez nous. Et on n'impose pas non plus la signature électronique lorsque vous êtes attributaire. Donc vous pouvez à la fois signer de façon manuscrite ou de façon électronique. Donc toutes les consultations sont disponibles sur notre profil acheteur. Et on met également à votre disposition sur le profil acheteur un guide qui va vous permettre de répondre plus facilement à nos appels d'offres et mieux comprendre aussi comment obtenir de l'information et pouvoir naviguer sur cette salle de marché virtuelle. Ce que nous avons mis en place aussi, c'est une plateforme de gestion des pièces réglementaires en cours d'exécution des marchés, puisque vous le savez certainement, c'est que lorsque vous êtes attributaire d'un marché public, tous les 6 mois, vous êtes obligé de nous transmettre vos URSSAF. Et là, donc, nous avons mis à votre disposition gratuitement une plateforme, donc e-attestation, qui vous permet de déposer vos attestations fiscales tous les 6 mois. Voilà, c'est un gain de temps pour vous aussi. Donc le profil acheteur, donc voilà, quelques petites slides pour vous montrer un petit peu cette salle des marchés virtuelle. Donc vous pouvez, c'est même pas vous pouvez, enfin je vous invite vivement à vous connecter dessus, à vous identifier. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va vous permettre de gérer vos alertes, c'est-à-dire que dès qu'on va publier un appel d'offres, une consultation dessus, et que vous allez mettre peut-être un mot-clé ou un code CPV, vous allez pouvoir être alerté, donc recevoir un mail de la plateforme en disant « Attention, vous avez un marché de telle nature qui est en cours, donc vous allez pouvoir venir vérifier sur le site ». Et c'est aussi le fait de s'identifier quand vous téléchargez un document, quand vous téléchargez une consultation chez nous, ça va vous permettre d'être alerté si jamais on doit modifier la consultation, c'est-à-dire, admettons, reporter la date limite de remise des offres, ou si on répond à des questions, etc., vous allez pouvoir être informé. Si vous ne vous identifiez pas, vous ne recevrez jamais les informations. Donc ça, c'est vraiment dommage, puisque vous pouvez rater peut-être une consultation à cause de ça. Donc c'est assez facile pour s'inscrire, vous avez juste à mettre votre numéro de sirène, et ensuite, vous aurez accès à votre profil. Donc comme je vous ai dit, gestion de vos alertes. Donc au niveau du profil acheteur, voilà un petit peu ce que vous allez découvrir sur la plateforme. Donc l'ensemble de nos consultations avec, tout à l'heure on parlait du spazer, donc toutes les considérations environnementales et sociales qui sont représentées par les petits bonhommes. Et puis le DUM, vous avez le découpage en lots, etc. Et sur votre droite, vous avez les petits boutons pour pouvoir répondre plus facilement. Vous avez la date limite, etc. Il suffit de cliquer pour pouvoir accéder à la consultation, la télécharger. Comme je vous ai dit, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de problème pour accéder aux documents. Seule chose, c'est que lorsque vous allez répondre, prévoyez quand même un certain temps. D'accord ? Voilà, ne vous y mettez pas 10 minutes avant en vous disant c'est bon, c'est la démat, j'appuie, ça télécharge. Non, quelquefois les dossiers sont très lourds. Donc prévoyez à minima 2 heures avant la date limite, enfin l'heure limite, pour pouvoir télécharger vos documents. Si jamais vous avez un souci, bon, vous pourrez maîtriser tout ça. Donc ne vous y prenez pas à la dernière minute pour déposer vos offres. Donc voilà, vous pouvez télécharger l'avis de publicité, le règlement de la consultation, le dossier de consultation.
Et vous voyez, vous avez les petits boutons, donc c'est très facile, c'est assez intuitif. Vous avez les questions, donc vous cliquez sur l'onglet questions, vous pouvez poser des questions en cours de consultation. Le dépôt, donc vous cliquez, vous pouvez venir déposer vos offres. Et vous avez la messagerie sécurisée, c'est-à-dire lorsque la métropole vous pose des questions, c'est par ce biais-là que tous les échanges s'effectuent. Alors je voulais aborder aussi avec vous la signature électronique, puisqu'aujourd'hui quand même c'est une question assez importante, et pour vous ça peut être aussi un gain de temps. Ça remplace la signature manuscrite. Mais pour cela, les marchés publics exigent un niveau de sécurité important. Donc vous ne pouvez pas aller utiliser n'importe quel type de signature électronique. Donc la signature des marchés publics doit être une signature avancée et de certificat, et c'est un certificat qualifié de type EIDAS. Donc ce qui nous permet, nous, de vérifier vraiment l'identité de la personne qui va signer. Ça peut être une clé USB sur laquelle vous allez pouvoir signer, ou alors maintenant aussi c'est juste dans le cloud et vous avez un mot de passe et vous pouvez signer de façon électronique. Je vous ai mis des sites, le site de l'ANSSI sur lequel vous pouvez aller rechercher l'ensemble des prestataires qui sont certifiés. Je vous ai mis quelques exemples que l'on retrouve justement sur le site de l'ANSSI, notamment CertEurope, Certinia, Certinominis, Universin, Chambersin, etc. Vous avez une liste conséquente de prestataires de confiance qui, voilà, vous pouvez venir... Chambre de commerce. Oui, mais qui, je pense que c'est Chambersin. C'est Chambersin. Ouais, voilà. Un peu de pub. Ah oui, vous avez raison. Donc la signature électronique va vous proposer plusieurs types de signatures. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de signer, alors c'est peut-être un peu barbare tout ça, mais de signer sur un format PADES. C'est vraiment pas compliqué. Vous prenez votre fichier, il est en format Word, vous le transformez en format PDF, vous prenez votre clé, vous la mettez, vous appuyez sur signer et c'est fini. D'accord ? Et là, vous pouvez signer, si vous avez des co-traitants, des sous-traitants, etc., une personne peut signer plusieurs fois sur un même document. Et là, il n'y a pas de souci là-dessus, on peut mettre 4-5 signatures, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce format-là, moi je vous invite vraiment à utiliser ce format. Il y a d'autres formats qui existent, mais qui sont un peu plus complexes, puisqu'ils sont liés à des jetons de signature. Et voilà, c'est un peu plus compliqué. Et troisième chose que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur la dématérialisation, c'est la transparence. Aujourd'hui, donc, on a une obligation dans les marchés publics de publier l'ensemble de nos marchés qui ont été attribués sur notre profil acheteur. Donc, chez nous, c'est Atexo. Donc, sur ce site, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des marchés qui ont été attribués avec le nom de la société, avec le montant qui a été attribué, la nature, si c'est des travaux ou pas, des fournitures courantes, etc., la date de notification, le délai, etc. Donc ça aussi, pour vous, ça peut être aussi intéressant de pouvoir de temps en temps venir, vous pouvez télécharger d'ailleurs la liste, etc., pour vous faire des petites alertes, savoir quels sont les marchés qui vont être reconduits ou les marchés que l'on a l'habitude de passer. Voilà pour ma partie. Je vous laisse poser les questions. Merci beaucoup. Nous avons encore du temps pour pouvoir échanger. En tout cas, merci pour votre présence. On a, par le passé, donné envie à beaucoup d'entreprises de candidater à cette consultation. On espère que ça sera le cas sur celle-là. En tout cas, au niveau des chiffres et de l'attractivité, on a attiré des PME et 100% des attributaires ont été des PME métropolitaines. Donc, on espère viser d'aussi bons résultats. Si vous souhaitez poser des questions juste après mon intervention, vous pouvez appuyer sur le petit logo devant vous, logo Wi-Fi, pour que l'ensemble des questions soient retranscrites également en vidéo. Et nous sommes accompagnés par
par la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, qui sera en capacité éventuellement de répondre à des questions plus techniques, sachant que, comme on le disait en introduction, égalité de traitement des candidats oblige, on ne répondra pas à des questions individuelles, mais on fera notre maximum pour vous donner les billes qu'il vous faut pour répondre à cet appel d'offres. Merci beaucoup. On va se saisir du signal. Excusez-moi. Bonjour, je suis M. Dibna Sareddine. J'ai une petite entreprise dans le domaine de la climatisation et de l'isolation, ce qu'on appelle du calorifuge. En fait, j'avais une question un peu générale. Je voulais savoir un petit peu la place des petites et très petites entreprises dans vos appels d'offres, en fait. En sachant que c'est la première fois que j'assiste à ça. Et je voulais, voilà, pour l'avenir, je voulais savoir un petit peu l'importance que vous donnerez peut-être dans l'avenir à ce genre de prestataires. Merci. Merci, ravi que vous intéressiez à la commande publique. Donc, par rapport à ce qu'on vous a exposé, vous avez vu les volumes, les montants. Après, il faut que vous ayez les moyens adaptés à ces volumes et à la fréquence de commande, parce que vous avez vu que c'est des zones élargies. Mais en termes de capacité financière, il n'y a pas de refus de candidature s'il vous manque des références, si c'est ça votre question. Par contre, si vous sentez que par rapport au périmètre géographique, au nombre de chantiers simultanés qu'il peut y avoir, vous vous sentez suffisamment pas staffé, vous pouvez aussi être dans une logique de groupement de commandes avec d'autres collègues à vous pour répondre en groupement, avec une entreprise titulaire et vous en co-traitance. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de dispositif, mais ça peut être intéressant de se monter comme ça. Et après, la Chambre ou la Fédération peuvent vous accompagner dans ce type d'association. Dans ma question, c'était juste pour savoir un petit peu, parce que si vous prévoyez une part du marché pour les très petites entreprises, par exemple, c'est ce que je veux dire. Après, je comprends votre solution. Oui, pour compléter sur votre question, il n'y a pas de part du marché, comme vous le précisez, dédiée aux très petites entreprises. Contrairement, par exemple, aux deux derniers lots qui sont dédiés à l'économie sociale et aux ESAT, il n'y a pas de part dédiée au TPE. Marc Venot, donc représentant de la CAPEB et entreprise en énergie renouvelable à la Peinture-Yvonne. Donc c'est bien que ce monsieur soit intervenu à ce sujet parce que je dirais les artisans et les très petites entreprises ont toute leur place dans la réponse pour l'entretien, la rénovation et le réaménagement. Donc les moyens, effectivement les lots l'indiqueront et savoir si on est en mesure de répondre, mais la CAPEB est là pour aider les artisans et les très petites entreprises à la fois à constituer un dossier de réponse au marché d'appel d'offres et puis les accompagner. Et la présentation que vous avez faite est aussi assez claire. Je ne sais pas si on aura tous les slides, s'ils seront communiqués à la CAPEB, parce que ça représente quand même 23 000 entreprises sur le département, donc c'est pas négligeable. Et partant de là, on est à même, c'est de l'allotissement, donc on est à même de pouvoir répondre en fonction de l'appel d'offres. Donc il ne faut pas hésiter, effectivement, à aller sur l'Atexo pour aller voir les marchés qui
qui paraîtront et pouvoir se positionner. Après, ça c'est l'investissement de chaque entreprise ensuite qui donnera le résultat. Merci. Oui, bonjour à tous. Monsieur Bouffard, président de la société Bouffard Aménagement. Je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, sur l'obligation de réponse. Je voulais savoir quel lot ça concernait. Tous les lots, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reçoit une alerte, pour les lots qu'on a présélectionnés, on doit pouvoir répondre. Une fois que vous êtes titulaire d'un marché public, vous êtes en mesure d'exécuter les prestations en bon de commande, tout le temps, et en marché subséquent également. Donc c'est-à-dire que c'est un engagement ouais, bien sûr. fort qu'on attend. D'accord, et ça concerne tous les lots, ça concerne à la fois la partie à bon de commande et la partie à marché subséquent. D'accord, très bien. Et ça, indépendamment du chiffre d'affaires. Vous ne choisissez pas les sociétés en fonction du chiffre d'affaires? Non. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ça marche? Merci pour la clarté des propos. C'est rare qu'on comprenne tout et que tout soit bien expliqué, donc déjà merci. Une petite question concernant les deux zones, Est et Ouest. Est-il possible pour une entreprise de répondre sur les deux zones? Voilà, c'est tout. Merci. Oui, super. Il n'y aura pas de limitation. Vous pourrez répondre à tout. Bonjour, Mélanie Janoni, Société ITEJA. J'ai entendu parler de désamiantage et moi je voulais savoir s'il y aurait une part dans le marché public dédiée aux mesures de contrôle qui sont obligatoires pour le propriétaire dans le cadre du Code de santé publique. Alors, est-ce que vous pouvez juste un peu préciser votre propos exactement? Qu'est-ce que vous faites exactement comme prestation, vous? C'est pas du désamiantage, c'est... C'est ça, exactement, tout à fait. Laboratoire, c'est ça? Tout à fait. Okay. En fait, pardon, je ne me suis pas présentée du coup, Laure Viratel, responsable de la division travaux. Donc je gère une équipe de conducteurs de travaux avec laquelle vous aurez affaire pour la gestion des travaux sur les différents sites de la métropole. En fait, nous on attend des prestataires qui sont des entreprises de désamiantage, qui sont à même donc d'élaborer des plans de retrait amiante et puis d'assurer des travaux de prestation de désamiantage. Donc ils vont, eux, avoir à travailler avec vous ou avec un autre laboratoire pour les mesures bien sûr libératoires et puis les mesures 0.0 au départ des travaux de désamiantage. Mais on n'a pas, nous, enfin vous verrez dans le BPU du lot désamiantage, on n'attend pas uniquement des prestations de contrôle de laboratoire. Ce qu'on veut, c'est vraiment des travaux de désamiantage. Voilà. Tout à fait, mais par contre, on parlait de rénovation, donc de réhabilitation, et le propriétaire se doit de faire des mesures de restitution avant l'intégration du personnel. Et là, ce n'est pas le désamianteur qui doit missionner un laboratoire, mais c'est bien le maître d'ouvrage. Oui, vous avez raison, c'est vrai, tout à fait, il faut le faire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire à travers ce marché-là et qu'on peut faire aussi des fois avec d'autres marchés qu'on a, avec des prestataires qui sont plus des contrôleurs techniques, des Veritas, des Caliconsul, des choses comme ça aussi. On fait aussi avec ces prestataires de ce type-là. Voilà. Donc c'est pas, en fait, il n'y a pas de lot dédié là-dessus, quoi. Non. Donc ça passe automatiquement par du bureau de contrôle. Ça peut être par... Oui, ouais. Aujourd'hui, on le fait par le bureau de contrôle ou on le fait... Oui, ça peut pas être avec l'entreprise de travaux, donc c'est par le biais du bureau de contrôle, ouais. Donc nous, on ne peut pas accéder au marché public puisque c'est, on va dire, fermé au bureau de contrôle. Donc à part c'est pas fermé au bureau de contrôle. Je ne sais pas vous dire sur la totalité de la métropole si aujourd'hui il y a un marché qui existe à proprement parler pour ça. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Merci. Bonjour, je m'appelle Candy Decret, je fais partie de la société Valgo. Je voudrais justement parler du lot 21 des amiantages. Comme vous le savez, on a des délais effectivement incompressibles pour le plan de retrait. Est-ce que du coup l'attributaire ou les attributaires auront une sorte de programme prévisionnel des travaux? J'imagine que vous avez vu le nombre vu votre budget. C'est des travaux déjà qui sont programmés, que vous avez déjà estimés?
Alors, oui et non. On a effectivement des programmes qu'on établit plutôt de manière annuelle, notre programmation de travaux. On essaie de faire une marche en avant pour construire des PPI petit à petit, mais comme vous avez vu, le patrimoine, il est vaste. Vous savez qu'il n'y a pas encore si longtemps, on était encore un petit peu sectorisé, divisé en ce qu'on appelait, nous, des territoires. Donc, on essaie de plus en plus d'anticiper les choses. Ce qui n'est pas toujours évident. On travaille aussi énormément pour d'autres directions métropolitaines. En fait, finalement, nous sommes des prestataires de services pour les autres directions métropolitaines qui, du coup, anticipent plus ou moins leurs besoins. Voilà, donc ce n'est pas évident. Mais bien sûr, on a tout à fait intégré, toute mon équipe est bien consciente que qui dit désamiantage dit plan de retrait amiante, avec un délai d'instruction obligatoire d'1 mois où on ne peut absolument pas attaquer les travaux. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas déroger, et on l'intègre à chaque fois dans notre planning de travaux et d'avancement. Voilà. Merci. Oui, bonjour, Antoine Chaussade de CGLEC, je m'occupe de la partie de métallerie. Je voulais savoir s'il y avait un avantage quelconque à répondre à 2 lots ou plus, et si jamais c'était pris en compte dans le choix des entreprises, ou s'il y avait autant de chances que si on avait répondu à un seul lot, du fait d'avoir plus qu'un seul interlocuteur ou autre. Alors, non, chaque lot étant un marché, la réponse est négative. Bonjour, Christophe Egerter, AC Automatisme. Donc nous on fait de l'automatisme. Sur les lots un petit peu techniques comme les nôtres, moi je viens des marchés privés et je découvre un peu les marchés publics. Je trouve que c'est souvent un petit peu compliqué parce qu'on a des BPU avec des timbres, etc. Et que quand on est à faire des devis avec ça, on trouve que souvent il manque des choses, etc. Et je ne sais pas comment ça peut vivre ce truc-là. Voilà. Et c'est vrai que souvent on est un peu contraint, il y a des choses, on ne peut pas les chiffrer, ça multiplie un peu les prestataires, etc. Je trouve que c'est un peu compliqué des fois. Voilà. Alors, donc effectivement, c'est un accord cadre, donc vous avez un BPU auquel il faut se tenir. Effectivement, on est toujours perfectible dans l'exercice. On a eu à cœur de les mettre à jour pour ce renouvellement de marché. Il y a toujours des choses qu'on aura oubliées, ça c'est sûr, parce que voilà, il y a toujours des nouveaux besoins qui apparaissent. On essaie de composer au mieux. Après, on a capacité quand même à intégrer des prix catalogues en fait, voilà, avec un devis de fournisseur que vous nous remettrez pour ce qui n'existe pas dans le BPU, assorti d'heures et de demi-journée, journée de main-d'œuvre, effectivement, pour pouvoir installer cette fourniture en prix catalogue. Et puis nous aussi, dans l'exécution du marché, on peut tout à fait intégrer des prix nouveaux qui vont intégrer le BPU de base. Donc voilà, c'est la réponse que je peux avoir pour ce qui manquerait dans le BPU. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Également une précision, si votre BPU est incomplet au moment où vous déposez votre offre, on a la possibilité de régulariser votre offre, de vous envoyer un courrier, de vous expliquer ce qui manque dans la pièce financière pour que vous puissiez la compléter tant que la modification n'est pas substantielle. D'accord, mais ça se fait après l'attribution, j'imagine. Enfin, on fait une proposition. Non, ça peut se faire. Non, puisque pour qu'on puisse analyser votre offre, il faut que votre offre soit complète. Voilà, donc on vous l'envoie en cours d'analyse. Bonjour, Joséphine Le Picard, je ne sais pas si vous m'entendez. Joséphine Le Picard d'Alta Vista, ACI qui restaure le patrimoine bâti. Déjà, merci de réserver des lots au SIAE. J'ai plusieurs questions. C'est passé assez vite, mais quels sont les lots qui vont être ouverts au SIAE? Est-ce que ça concerne la maçonnerie du bâti? Sinon, comment avez-vous choisi les lots à confier au SIAE pour couvrir l'étendue de nos compétences? Et est-ce qu'il y a un critère SIAE sur la plateforme pour être tenu au courant? Merci. Alors les lots qui sont réservés au SIAE ne concernent uniquement l'activité peinture.
Notre choix a été fait sur la base d'un sourcing que nous avons réalisé sur l'ensemble de la région PACA, de ce qui était possible de faire et ce qui correspondait à notre besoin. Concernant, vous avez posé plusieurs questions, j'ai peut-être pas tout noté. La troisième, c'était... Non. À pouvoir faire une alerte? Ah, ça c'est peut-être Madame Rochat qui va pouvoir vous répondre. Oui, vous pouvez vous créer une alerte avec la coche SIAE. Donc ça tombera directement dans votre boîte mail. Et après, rien ne vous empêche de candidater sur les autres lots. Ah oui, 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 ça on l'a pas dit. Bonsoir. Sur le côté. François-Xavier Guibaud, Société SNEF. La dénomination du marché parle d'entretien. Est-ce qu'il y a des BPU pour faire de la maintenance sur les installations? Non. On a des marchés, après d'autres marchés qui sont vraiment dédiés à la maintenance, les P2, les P3, etc. C'est ma collègue qui gère ça, Madame Kaminski. Je ne sais pas voilà, si vous avez entendu parler, parce que je crois que vous avez des marchés déjà avec nous, mais ouais. Donc non, c'est de l'entretien, mais quand on parle d'entretien, c'est gros entretien renouvellement. C'est l'entretien du bâti, du clos, couvert, des installations techniques, etc. Mais en aucun cas des marchés de maintenance, comme je le disais, avec du P2, P3, etc. Voilà. Ça devrait sortir cette année. Hein. On devrait avoir un marché de génie électrique. N'hésitez pas si vous voulez qu'on vous accompagne sur des questions. Monsieur Je rebondis sur ce qu'a dit SNEF. Petite question concernant la maintenance et pas maintenance du coup. Est-ce qu'il y a une priorité pour les entreprises qui ont la maintenance de certains équipements s'il y a des travaux de rénovation ou la réponse à cet appel d'offres fera que dans tous les cas on répond donc on est prioritaire? Non, c'est indépendant. Ouais, c'est deux choses qui sont indépendantes. Il y aura une priorité pour les entreprises en maintenance. En fait, les marchés couvrent des prestations qui sont totalement différentes. Hein. Vraiment, les marchés de maintenance sont sur la maintenance purement technique, des installations de CBC, de chauffage, etc., d'électricité, avec des contrôles périodiques notamment, ça peut être aussi des choses comme ça. Mais, et nous, on est vraiment sur des travaux. Donc, alors, je ne vous dis pas qu'il y aurait peut-être des fois un mini recouvrement, mais normalement, il n'y a pas à se poser la question. On intervient différemment sur les installations. Vous allez faire du gros entretien, par exemple, si on va rénover complètement une installation de pompe à chaleur avec des unités intérieures, des unités extérieures sur un bâtiment. Voilà. Si on est amené à remplacer la totalité d'installations, ça va être sur les marchés de travaux. Après, toute la maintenance quotidienne, la remise en route du chauffage, etc., le passage à la clim, ça, c'est dans les marchés de maintenance, par contre. Voilà. Il faut bien répondre sur les deux marchés du coup. Ah, ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Sur quels critères se font le choix des entreprises? Vous le saurez bientôt. Oui. On est un peu pudique sur la réponse dans la mesure où ça sera dévoilé dans la consultation, mais il y a le prix, après il y a la valeur technique et il y a la valeur environnementale. Je ne peux pas vous dire la pondération encore, mais voilà. Et au niveau des marchés subséquents, on va aussi retrouver des critères de sélection, de prix, de valeur technique, et potentiellement aussi de valeur environnementale, parce que vous allez remettre une offre à l'intérieur du marché subséquent. Donc on va aussi sélectionner sur la base de critères.
Voilà, dans les grandes lignes. Après, vous verrez ça dans le règlement de la consultation. Donc je vous invite vraiment à être très attentif justement à cette partie-là du dossier de consultation. Vous allez voir, c'est un énorme... Enfin, voilà, vous avez téléchargé beaucoup de pièces. Attachez-vous à lire en premier les règlements de consultation. C'est une pièce qui va s'appeler RC. Vous verrez les critères. Dans ces critères, vous verrez ce sur quoi vous allez être noté et dans quel poids on va noter les offres. Donc soyez très attentifs à ça. Pour vous aider, on a aussi préparé des trames, ça s'appelle des cadres de mémoire technique, qui vont nous aider, nous, à analyser, parce que vous imaginez le nombre d'offres qu'on va recevoir, et qui va vous aider à vraiment spécifier votre réponse sur nos attendus. Et du coup, nous, on juge à partir de ces documents-là. Voilà, donc soyez attentifs à la pondération aux critères. Les cadres de mémoire technique, en général, sont là pour vous accompagner. Donc, à la limite, ne vous perdez pas forcément dans des choses trop généralistes. On va être très précis dans ce qu'on va vous demander. Et puis, voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est l'estimation qui est publiée aussi. Donc ça vous donne un ordre d'idée. On fait ça dans tous nos marchés. Ça vous aide aussi dans votre réponse, ça peut être décalé. On a aussi l'obligation de détecter les offres anormalement basses. Donc il ne s'agit pas non plus de répondre voilà, de façon complètement déconnectée parce qu'on vous déclarera irrégulier si on juge qu'elle est anormalement basse. Donc normalement, on vous donne suffisamment d'informations pour que vous ayez des offres pertinentes par rapport à nos critères et par rapport à nos prix. Et donc tout ça, c'est dans le règlement de consultation. Quel est le calendrier ? On a une échéance en novembre, donc on fait un rétro-planning pour être prêt à exécuter le marché évidemment avant cette date-là, mais avoir une communication sur les attributaires en septembre. C'est la date qu'on vise, donc ça veut dire une pub, on l'espère, fin mars. Donc si vous avez créé les alertes, logiquement ça tombera dans votre boîte mail. On relaiera l'information grâce à la Chambre sur le Metropolitan Business Act pour que vous l'ayez aussi en tête. Voilà, fin mars, la publicité. On vous laissera un délai de réponse, évidemment. On n'a pas encore calé, mais ça sera plus d'1 mois de réponse pour vous y préparer. Ensuite, nous, on analyse. On vise une commission d'appel d'offres à l'été et une information des candidats retenus en septembre. Voilà. Excusez-moi. Rachid Bouchouchi, Concept et Construction. Je suis SAS et EI. Je peux répondre en EI, c'est entreprise d'insertion. Je passe en CIAE. D'accord. Et je passe de l'autre côté de la CIAE si c'est des lots qui ne sont pas SIAE. Si je postule. Votre question, c'est de savoir si vous pouvez à la fois candidater sur les marchés réservés. Et les marchés, oui, et en les tant marchés que non réservés. SIAE, bien sûr. D'accord, c'est tout. Ah oui, oui, oui. D'accord. C'est comme Alta Vista, candidater aussi Solia, sur les Alta autres Vista, lots. etc. Oui. Très bien. Oui, oui. Merci. S'il n'y a plus de questions, je ne veux pas vous retenir. Merci beaucoup. À bientôt sur la plateforme de dématérialisation. Et bon courage pour vos réponses. Merci.